Ils ne l'ont pas tué sur le champ de bataille. Ils ne l'ont pas exécuté après un procès. Ils l'ont massacré dans un palais royal, comme un traître, comme un chien, comme une menace. Le 23 décembre 1588, château de Blois. L'aube s'éveille à peine, recouverte d'un voile de brume épaisse, glaciale, qui engloutit les toits, les couloirs et les consciences. Le roi Henri III, pâle, insomniaque, se tient enfermé dans ses appartements. Depuis des mois, il ne dort plus. Depuis des années, il ne règne plus. Car dans le royaume de France, il y a un homme que tout le monde regarde. Un homme que les foules acclament, que les prêtres bénissent, que les nobles respectent, parfois avec crainte. Un homme dont la beauté altière et la prestance martiale font frémir les dames et trembler les courtisans. Un nom que l'on murmure à Paris, à Reims, à Rome. Henri de Guise, chef de la Sainte Ligue, descendant des Lorrains, héros de la foi, l'élu du peuple. Certains disent eux-mêmes, le vrai roi, le roi l'envie, le roi le hait. Mais surtout, le roi en a peur. Il se souvient de ce jour où le duc est entré dans la salle du conseil comme s'il possédait déjà la couronne. De ce regard froid, pénétrant, comme si lui, Henri III, fils d'Henri II, n'était qu'un pantin sur le trône de France. Il se souvient de la rumeur. Guise veut déposer le roi. Et il se souvient de sa propre impuissance. Alors, il a décidé. Pas de duel, pas de guerre ouverte, une embuscade, un assassinat politique, un guet-apens royal. Le plan a été murmuré dans le secret le plus absolu. Les gardes choisis personnellement, les couloirs vidés, les témoins écartés, et l'heure fixée. Au matin, alors que la vigilance dort encore, Henri de Guise serait convoqué dans une salle attenante aux appartements royaux. Il penserait y rencontrer le roi. Il y trouverait la mort. Et Guise, ce matin-là, s'est levé comme toujours, le port altier, la barbe impeccable, vêtu d'un pourpoint brodé, d'une chemise blanche à fraises relevées, avec ce demi-sourire qui avait conquis la cour, la ville et même les prêtres. Il n'avait pas d'armure, pas d'épée. Il n'en avait pas besoin. Il était Guise, intouchable. Il gravit les marches du château avec assurance. Les serviteurs s'écartaient sur son passage. Un murmure se répandit parmi les murs. Le duc est convoqué chez le roi. Il entre dans l'antichambre. Les rideaux sont tirés. L'air est lourd. 3 hommes s'y trouvent déjà, silencieux, nerveux, armés. Il ne comprend pas tout de suite. Puis il voit les visages crispés. Il se retourne, mais la porte est déjà close. Le premier coup vient dans le dos. Un coup de dague, puis un autre, dans le flanc. Henri de Guise crie, s'effondre à genoux, tente de se relever. Mais ils sont 4 contre lui. Ils le frappent à la gorge, au torse, au visage. Le sang éclabousse les murs. Il tend une main, comme pour supplier. Un garde la tranche nette. La pièce résonne des halètements des assassins, du bruit sourd de la chair qu'on transperce. Guise tente un dernier souffle, les yeux grands ouverts, figés dans une expression d'incompréhension, de trahison. Puis il s'écroule. Un des gardes lui plante encore une lame dans la nuque, juste pour être sûr. Le marbre du sol se teinte de rouge. Le sang s'étale en flaques larges, lentes, épaisses. Sur le plus beau sol du plus beau palais de France, gît le corps mutilé du plus beau des hommes. Derrière une porte, Henri III attend. Il n'a pas assisté à la scène, il n'a pas vu, il n'a pas eu ce courage. Il tremble. Quand on vient lui chuchoter « C'est fait, sire, il est mort », il soupire de soulagement, puis murmure « Enfin je suis roi ». Mais ce que le roi ne sait pas encore, c'est que le sang des Guises appelle toujours vengeance. Le cadavre d'Henri de Guise repose encore, tiède, sur le marbre sanglant du château de Blois. Le roi n'est pas encore sorti de sa cachette. L'odeur du sang flotte dans l'air, métallique et âcre. Les gardes, encore essoufflés, regardent le corps. Certains le fixent avec peur, d'autres avec honte. Aucun ne parle, aucun n'ose bouger. Puis, lentement, les portes s'ouvrent. Le roi Henri III entre. Il avance d'un pas hésitant, presque tremblant, comme si le fantôme du duc pouvait encore surgir du sol pour réclamer justice. Le corps est méconnaissable. Le plus bel homme de France n'a plus de visage. Ses habits sont déchirés, sa fraise blanche désormais rouge. Henri III s'arrête, le regarde, puis détourne les yeux. Qu'on brûle son corps, qu'on disperse ses cendres, il ne doit pas devenir un martyr. Mais il est déjà trop tard. Le bruit court plus vite que le vent. À peine quelques heures après l'assassinat, la nouvelle se répand à travers les couloirs du château, puis les rues de Blois, puis les routes de France. Henri de Guise est mort, assassiné par le roi, trahi, massacré, mutilé. À Paris, c'est la stupeur.
puis la rage. Les cloches des églises sonnent le glas. Les fidèles se rassemblent, en larmes. Dans les tavernes, les soldats frappent les tables. Les femmes pleurent, les hommes crient. Les prêtres fulminent depuis les chairs. Le roi a tué l'élu de Dieu. Henri III pense avoir tranché la tête du serpent, mais il a réveillé le monstre. À Reims, à Lyon, à Rouen, les bastions catholiques s'embrasent. La Ligue, que Guise avait dirigée d'une main de fer, est maintenant sans chef, mais pas sans colère. Son frère, le cardinal Louis de Lorraine, est arrêté le même jour, puis exécuté dès le lendemain dans une autre pièce du château. Le sang appelle le sang. Mais les conséquences dépassent les murs du palais. Henri III vient de franchir une ligne invisible. Il est devenu régicide par extension, un meurtrier sacrilège. La papauté, outrée, menace d'excommunication. Les grands du royaume se détournent, les nobles hésitent, le peuple prépare sa vengeance. Et pourtant, dans les premiers jours, Henri III ose espérer. Il a convoqué un lit de justice. Il proclame que Guise conspirait contre la couronne. Il prétend avoir sauvé la France du chaos, mais personne n'écoute. À Paris, les effigies du roi sont brûlées. On crie dans les rues « À mort le roi, vive la Ligue, vive le duc martyr !» Le spectre de Guise hante le royaume. Henri III est désormais prisonnier dans son propre trône. Il vit enfermé, entouré de gardes, dormant avec une dague sous l'oreiller. Chaque messager devient suspect. Chaque prêtre peut être un assassin. Chaque regard dans la rue est un avertissement. Le roi a tué un homme. Mais en le tuant, il a tué sa propre autorité. Et à l'ombre de la révolte, un autre nom commence à résonner. Un jeune roi huguenot issu de Navarre. Un prétendant au trône. Un homme rusé, militaire, populaire. Henri de Bourbon. Le roi sait que son temps est compté. La France est un champ de mines, et il en est le centre. Le sang versé appelle le chaos. Le trône tremble. Le sceptre ne tient plus qu'à un fil. Et le roi, il est seul, désespérément seul. Depuis l'assassinat de Guise, Henri III vit reclus. Le château de Blois, autrefois symbole de splendeur, est devenu un tombeau à ciel ouvert. Chaque couloir murmure la trahison. Chaque serviteur détourne le regard. Même les pierres semblent chuchoter. « Tu as tué l'espoir du peuple ». Les ligueurs, orphelins de leur chef charismatique, se radicalisent. Paris est perdu. La capitale se soulève. Les barricades fleurissent. Le Parlement refuse d'obéir. L'université condamne le roi. La Sorbonne va jusqu'à le déclarer indigne de régner. Le roi de France n'est plus roi de rien. Henri III se s'est perdu. Il a tout tenté. Les édits, les appels à la paix, les lettres aux évêques. Il n'a reçu que le mépris en retour. Aucun prince ne veut se battre pour lui. Les grandes familles se replient sur leurs fiefs. Même l'armée semble fondre comme neige au soleil. Et dans ce silence oppressant, un nom revient encore et encore comme une incantation venue du sud. Henri de Bourbon, roi de Navarre, protestant, rebelle, et pourtant, le dernier espoir. Pendant des années, Henri III l'a combattu, l'a maudit, l'a fui. Mais aujourd'hui, il n'a plus le luxe de la haine. Il faut choisir, tomber seul ou s'unir au diable. Alors le roi, humilié, décide l'impensable. Juillet 1589. Henri III fait porter une lettre à Henri de Navarre. Il lui tend la main, il lui offre une alliance. Mieux, il lui promet la succession. Ensemble, ils marcheront sur Paris. Ensemble, ils reprendront le royaume. Ensemble, ils tenteront de sauver ce qui peut l'être. Henri de Bourbon hésite. Il sait que cette main tendue est souillée du sang de Guise. Mais il est pragmatique. Il accepte. La guerre sainte fait place à une guerre politique. Deux Henris, deux ennemis, désormais alliés contre un troisième ennemi, la Ligue. Le 1er août 1589, les deux rois se rejoignent près de Saint-Cloud. L'armée est petite, hétéroclite, mais décidée. Les troupes avancent vers Paris. La ville est encerclée. L'étau se resserre. Mais dans l'ombre, la haine n'a pas dit son dernier mot. Un moine, Jacques Clément, fanatisé par les sermons de la Ligue, entre en scène. Il n'a qu'un but, tuer le roi. Il se fait passer pour un messager. Il demande audience auprès d'Henri III. Il insiste sur le caractère urgent de la missive. Le roi accepte, distrait, fatigué. Il fait entrer l'homme, seul, sans fouille. Et c'est là, dans l'intimité de sa tente royale, que tout bascule. Jacques Clément s'agenouille, remet un papier, puis, soudain, sort un couteau long et effilé. Il le plante droit dans le ventre du roi. Henri III hurle, le sang jaillit, le moine est aussitôt massacré par les gardes. Le roi, quant à lui, s'effondre. Il agonise, lentement, dans la douleur. On tente de le soigner. En vain.
La blessure est profonde, l'infection gagne, la fièvre monte. Dans ces dernières heures, Henri III demande à parler à Henri de Navarre. Il le fait appeler, lui prend la main, et dans un souffle rauque, entre deux râles, il murmure « Tu es le roi maintenant, promets-moi, promets de sauver la France. » Puis il ferme les yeux, pour toujours. Le roi est mort. Henri III a expiré dans un souffle court, brisé, transpercé par la lame d'un moine fanatique. Il emporte avec lui le dernier souffle de la dynastie des Valois. Autour de sa couche funèbre, les visages sont pâles, figés, presque soulagés. Il n'y a ni pleurs, ni cris, ni prières. Juste ce silence pesant qui suit toujours les grandes chutes. Henri de Bourbon se tient là, debout, regard dur, le cœur agité. Il n'a pas encore été sacré. Il n'a même pas été accepté par son propre peuple. Protestants et catholiques se regardent en chiens de faïence. Mais dans la loi salique, dans le sang des Capétiens, dans l'ordre de la succession, c'est bien lui. Henri IV. Un roi sans couronne, un trône sans trône, une France sans France. Le royaume est un champ de ruines. À Paris, les ligueurs célèbrent la mort du roi comme une victoire divine. Les prêtres appellent à la croisade contre ce nouvel hérétique. Les princes étrangers, l'Espagne, le Saint-Empire, se frottent les mains. La France saigne. Et chacun y voit une proie. Mais Henri de Bourbon n'est pas homme à fuir. Il n'a ni l'éloquence de Guise, ni la noblesse des Valois, ni la bénédiction du pape. Mais il a autre chose. Il a l'intelligence, la patience et le temps. Là où Guise a voulu prendre le pouvoir par la force, là où Henri III a tenté de le défendre par le meurtre, Henri IV choisit une autre voie, la ruse et la réconciliation. Il commence par parler. Aux catholiques, il promet la paix. Aux protestants, il jure protection. Aux nobles, il garantit leurs terres. Aux villes, il accorde l'autonomie. À tous, il offre ce que la France n'a plus connu depuis des décennies, la stabilité. Mais il sait que cela ne suffit pas. Alors, en 1593, il prend une décision qui fera couler des rivières d'encre. Il se convertit au catholicisme. Il renonce publiquement à la foi protestante. Il prononce la phrase devenue légende. « Paris vaut bien une messe ». Certains crient à la trahison, d'autres à la sagesse. Mais peu importe, le peuple l'acclame, le Parlement le reconnaît. Et le 27 février 1594, Henri IV entre triomphalement à Paris. Les rues débordent de monde, les cloches sonnent, les étendards flottent. Le royaume, enfin, respire. Le cycle de sang est brisé. Le fantôme de Guise peut reposer. Le trône est occupé. Mais les cicatrices restent. Henri IV régnera encore longtemps. Il signera l'édit de Nantes. Il reconstruira le royaume. Il survivra à plusieurs tentatives d'assassinat. Mais lui aussi, un jour, tombera sous les coups d'un fanatique. La France des guerres de religion s'achève, non par victoire, mais par fatigue. Non dans la gloire, mais dans le sang. Et dans les pierres froides du château de Blois, là où tout a commencé, là où le plus bel homme de France a été massacré, un écho persiste, un murmure, une malédiction. Ceux qui tuent dans l'ombre périront dans la lumière.